Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard à Anima. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont j'ai vu le concept passer sur la chaîne d'Audrey le souffle des mots et elle m'a gentiment autorisé à reprendre le concept. Donc je vous mettrai évidemment la vidéo d'Audrey dans la barre d'infos, mais il s'agit d'une vidéo où elle a ressorti un top 10 de ses vieux coups de cœur. Donc ce sont des romans dont elle ne parle pas très souvent mais qui l'ont marqué, pour lesquels elle a eu soit un coup de cœur, soit ça a été d'excellentes lectures. Et je me suis dit que ce serait trop bien de reprendre le concept pour vous parler un petit peu des romans dont je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne, ou alors brièvement par exemple dans un tag où finalement j'ai juste dit 2-3 mots quoi. Et du coup vous en parler un petit peu plus en détail pour mettre de la lumière sur ces romans que j'ai adorés. Je me suis préparé quelques petites choses à vous dire dans ce petit carnet de vidéos que vous commencez à connaître. Comme Audrey, je n'ai pas relu les livres en question, ce sont des livres que j'ai lus, je crois que ceux que j'ai lus les plus récemment datent de l'été 2017, donc c'est vraiment des romans qui remontent à un petit moment. C'est un peu le but aussi, hein. Ce sont des romans dont pour la plupart je n'ai pas parlé sur Instagram et encore moins sur YouTube, donc c'est vrai que ça commence à remonter un petit peu. Et donc je ne les ai pas relus. Typiquement ce sont des romans pour certains qui, je le sais, ne me plairont pas autant si je les relis maintenant à l'âge de 21 ans. C'est possible, mais en tout cas je sais qu'ils m'ont marqué quand j'étais plus jeune et je me dis que ça peut être intéressant quand même. Vous ne verrez pas de classiques dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai eu des coups de cœur pour des classiques, j'en ai même eu pas mal, mais je vais vous tourner une vidéo spéciale sur mes classiques. Elle est préparée, pas encore tournée, mais elle arrivera un jour, donc il n'y aura pas de classique dans cette vidéo, on va être plutôt sur du young adulte. Très clairement, on est sur du young adulte pour la plupart. Évidemment, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de romans dont je n'ai jamais parlé ni sur Instagram ni sur YouTube, ou presque. Donc on n'aura pas de Pierre Bottero, pas de Passe Miroir, pas de Harry Potter, pas de tout ce dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Donc vraiment, ça va être de la découverte pour beaucoup. Il y a mon chat qui me regarde par la fenêtre. C'est très perturbant. Ça, Pacha ? Je vais vous donner un top 10, mais ce ne sont pas les 10 meilleures lectures que j'ai faites entre le début où j'ai commencé à lire et 2017. Ce sont les 10 livres auxquels j'ai pensé en premier, soit en regardant ma bibliothèque, soit en y repensant. Voilà, j'ai eu d'autres coups de cœur quand j'étais au collège, qui n'apparaissent pas dans cette pile, mais voilà, je me dis qu'un top 10 c'est déjà pas mal. Je vais commencer par vous parler de la première saga que j'ai lue de toute ma vie. Je l'ai lue pour la première fois quand j'étais en CM2, donc c'était la primaire, c'était il y a tellement longtemps. Il s'agit des Chroniques des temps obscurs de Michel Pavert. Il est tout déglingué ce livre. C'est une saga en 6 tomes, et ça c'est le premier tome du coup. Ce sont des romans qui ne sont plus édités, ils ont été édités en poche il y a quelques années, hein, ça date quand même un petit peu. Mais je crois qu'ils ne sont plus édités, c'était chez Hachette, il me semble. Ouais c'est ça, c'était chez Hachette. Et du coup c'était la première saga que je lisais, je me souviens que je la lisais un petit peu en lecture commune avec ma meilleure amie Marion à l'époque, et on adorait ça. On se voyait pour l'athlétisme le vendredi soir et on parlait de cette saga dans la voiture, je me souviens c'était un délire, enfin, j'adore cette saga et je l'ai relue plusieurs fois. Mais ça remonte à beaucoup de temps la dernière fois où je l'ai lu, tellement que là il faut que je relise le résumé un petit peu pour me rappeler un petit peu, pour vous faire un résumé. Donc c'est l'histoire de Thorak. On est dans un univers qui a fait un peu penser plus à la préhistoire si vous voulez en termes de temporalité. On n'est pas sur une société qui est très développée et c'est assez archaïque finalement. Donc Thorak il a 12 ans, donc on est sur du jeunesse même plus que sur du young adulte. Ah bah j'avais même pas vu mais c'est marqué l'aventure commence il y a 6000 ans, donc on est clairement sur un contexte plus préhistorique. Donc Thorak va être appelé celui qui écoute, et selon une certaine prophétie, il est le seul à pouvoir vaincre l'esprit du mal. Pour cela, il va devoir faire une quête en fait, et trouver la montagne de l'esprit du monde pour rétablir l'harmonie entre les hommes et la nature et tout ça. Donc vous voyez un petit peu le plot assez basique, mais je me souviens que c'était assez fou, c'est tout un périple. Je me souviens que Thorak qui subit des choses des fois qui sont vraiment pas ouf, dans le tome 4 qui s'appelle La Balafre, je crois, en particulier. C'est un peu miskiné. J'avais adoré quoi, je veux dire en 6 tomes, enfin c'était trop bien. Il faudrait que je les relise d'ailleurs bientôt parce que pour le coup, je suis vraiment curieuse de savoir ce que je pourrais en penser maintenant. Et le plus important, que j'ai oublié de spécifier, Thorak est lié avec un loup.
qu'il appelle Lou d'ailleurs je crois. On a vraiment ce couple entre guillemets, ce duo qui est vraiment mis en avant, cette relation pratiquement fraternelle entre cet humain et cet animal qui me fait actuellement beaucoup penser à la relation qui unit Fitz et Œil de Nuit dans la Star Royale. On passe au deuxième roman de la pile, je vais vous parler d'un auteur dont je vous ai parlé dans mon dernier tag, il s'agit de Jean-Claude Mourleva et en particulier je voudrais vous parler du Combat d'hiver. Alors le Combat d'hiver c'est un petit peu un roman que beaucoup ont lu au collège. D'après ce que j'ai compris, moi j'ai plein d'amis qui m'ont dit ah j'ai lu celui-là pour le collège, j'ai tellement aimé. Et alors moi je l'ai lu par moi-même, je crois que je l'ai lu quand j'étais en seconde et pouf, d'ailleurs il y a un marque-page à l'intérieur. Je viens de retrouver mon marque-page Kifi. Il était perdu depuis des mois. Bref, très bien. Dans Le Combat d'hiver, qui est un roman assez particulier, comme beaucoup de romans de Jean-Claude Mourleva, il a une capacité à créer des univers assez spéciaux, que je saurais pas vraiment définir pratiquement. C'est pas vraiment de la fantaisie parce qu'on est quand même dans un monde qui pourrait être le nôtre et en même temps c'est pas totalement le nôtre non plus. C'est ce que je veux dire. Donc c'est assez particulier, je saurais pas comment les définir. Je vous avais parlé de Terrien dans mon dernier tag que j'avais beaucoup aimé, mais alors celui-là ça a été vraiment un coup de cœur intersidéral quand je l'ai lu. Et on va suivre l'histoire de 4 adolescents, donc 4 destinées, 4 figures dans un monde un petit peu opprimé, un petit peu beaucoup même. Donc dans mon souvenir on suit 2 filles, 2 garçons qui s'évadent d'un orphelinat prison, donc vous voyez un petit peu le genre, qui reprennent la lutte de leurs parents disparus 15 ans plus tôt. C'est vraiment un roman qui va nous parler de liberté, de rébellion, de courage. Vraiment j'avais été hyper touchée par l'histoire de ces 4 adolescents. Il y en a un en particulier que j'adorais, qui s'appelle Milo. Ouais, Milos. J'adorais, voilà, j'ai adoré ce roman, c'est vrai que c'est assez particulier mais franchement si vous aimez Jean-Claude Mourleva je vous le conseille et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo tag je vous ferai une vidéo spécifique sur Jean-Claude Mourleva donc je vous en parlerai un petit peu plus à ce moment là. Le troisième livre dont je vais vous parler c'est un roman que je rêve de relire à tel point que j'aimerais le relire ce mois-ci, c'est une pavasse, voilà, il fait 800 je sais pas combien de pages et il s'agit des âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Donc Stéphanie Meyer c'est celle qu'on connaît comme l'auteur de Twilight. J'ai l'impression que beaucoup de gens la connaissent uniquement par Twilight, mais elle a aussi écrit Les âmes vagabondes, qui est à mon sens à peu près 50 000 fois mieux. Je vous disais avant que ça coupe, comme d'habitude, que j'avais beaucoup aimé Twilight quand j'avais lu ça, quand j'étais en 5ème quoi. Mais une fois que j'ai lu Les âmes vagabondes, je me suis dit ça c'est de la qualité supérieure. Alors en termes d'histoire, je dois vous avouer que je me souviens très peu de choses. C'est je pense, l'un des seuls, voire le seul roman qui m'a fait faire une insomnie, dans le sens où pas parce qu'il me faisait peur ou parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, genre à 2-3 heures du matin. Pourtant j'étais... Je sais pas quel âge j'avais, mais je pense que j'étais encore au collège. Et je me suis relevée. Et je me souviens très bien de cette nuit-là où je me suis relevée, je me suis mise sur le canapé et j'ai bouffé mon bouquin tout le reste de la nuit parce que je ne pouvais pas faire autre chose en fait que le lire. Je vais vous lire le résumé qu'il y a derrière, pour vous donner un petit peu une idée. Peut-être que vous connaissez ce roman soit parce que vous l'avez lu, soit parce que il a été adapté en film. Je n'ai vu que le début de l'adaptation puisque ça avait coupé en plein milieu et je crois que j'ai jamais regardé la suite. J'ai regardé ça avec mon frère et ma soeur et on n'a jamais terminé. Donc je ne sais pas quoi vous dire sur l'adaptation, je ne sais pas si elle est bonne, mauvaise, je n'en sais rien. En tout cas il a été adapté. Il me semble, oui c'est ça, on suivait une jeune fille qui s'appelle Mélanie dans... Alors c'est de la science-fiction, j'ai oublié de spécifier, c'est de la science-fiction. On se retrouve sur Terre mais dans X années, on ne sait pas combien. La Terre est envahie, l'humanité est en danger et en gros les corps des humains restent les mêmes mais les esprits peuvent être contrôlés et typiquement Mélanie qu'on va suivre vient d'être capturée et elle refuse de laisser place à l'être qui tente de la posséder. C'est hyper bizarre dit comme ça mais je me souviens que c'était vraiment incroyable. Quelque part caché dans le désert il y a un homme qu'elle ne peut pas oublier. Donc oui il y avait une histoire d'amour, j'avais adoré l'histoire d'amour que j'avais trouvée génial. On va suivre beaucoup la créature qui va s'emparer du corps de Mélanie. Cette créature qui s'empare du corps de Mélanie, moi je me sens que je m'étais quand même pas mal attachée à elle. Alors je sais plus si c'est ma mémoire qui me joue des tours ou si réellement je m'étais vraiment attachée à elle, mais j'avais trouvé que c'était une histoire dingue, beaucoup plus poussée en termes d'écriture, beaucoup plus aboutie que Twilight à mon sens. C'est vraiment un univers qui était assez recherché, des relations entre les personnages qui étaient hyper recherchées, vraiment l'histoire d'amour était pépite. Donc vraiment je veux me le relire celui-là parce que j'en garde un souvenir incroyable, même si je me souviens pas très bien de l'histoire. C'est un peu bizarre de dire comme ça mais je vous jure, des fois j'ai des livres, ils me restent en tête sans que je me souvienne vraiment de l'histoire.
Je vais ensuite vous parler d'une saga dont je vous ai déjà parlé dans mon tout dernier tag, parce que j'ai évoqué... Ah oui, je sais ce que j'ai évoqué, on va éviter d'en reparler parce que c'était spoilant. Je vais vous parler de Entre Chien et Loup de Mallory Blackman. Alors, Entre Chien et Loup, c'est une saga en 5 tomes. Donc là, c'est l'intégrale avec les 4 premiers tomes, une intégrale qui était publiée chez Milan, dans la collection Macadam qui n'existe plus, donc j'imagine que l'édition n'existe plus non plus, n'est plus éditée. Mais j'avais trouvé cette édition pour franchement pas cher d'occasion et j'ai sauté dessus. Le truc, on dirait pas comme ça, on dirait pas. On est sur un bouquin qui fait 1700 pages. Voilà. Bon, c'est 4 tomes, hein, mais ça fait quand même 1700 pages, c'est un peu lourd. Donc ça, c'est les 4 premiers tomes et récemment, il y a un an, le tome 5 est sorti en anglais. Il est là. Et je vous en avais parlé justement dans mon tag, c'est un exemplaire que j'ai acheté chez Waterstones, qui est signé. Le 5e tome d'ailleurs que je n'ai pas encore lu, puisqu'il est en anglais. Ça m'a pas l'air d'être un anglais très compliqué, mais le problème c'est que du coup comme j'ai lu la saga de base il y a 3 ans, en 2017, bah ça commence à faire un moment, donc est-ce que je me souviens vraiment de la fin du tome 4 ? Non, très clairement. Donc à voir si je me relis les 4 premiers tomes, ce dont j'ai vraiment envie. Faut que je me lance quoi, c'est tout, parce que 1700 pages, faut se les farcir quand même. J'arrête de blablater, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Entre Chien et Loup. Alors, on va suivre une société où il y a un racisme inversé, c'est-à-dire que ce sont les blancs qui sont opprimés et les noirs qui sont au pouvoir. Et du coup, on va suivre en particulier une histoire d'amour en fait entre Séphie qui est noire et Kaloum qui est blanc. Donc vous imaginez bien un petit peu à la Roméo et Juliette, ils ne peuvent pas s'aimer, c'est un amour impossible, puisque les blancs sont vraiment en dessous des noirs, et imaginer une relation entre les deux, c'est totalement impossible dans cette société. Et l'histoire est juste magnifique, belle, incroyable, sublime. Je peux vous donner tous les superlatifs comme ça, c'était incroyable. La plume de Mallory Blackman est assez simple mais très très belle. Et j'avais passé un moment mais incroyable avec les 4 tomes que j'avais enchaînés en tout début juillet 2017. Vraiment j'en garde un super souvenir, d'autant plus que c'est un roman qui me semble important pour parler de racisme et pour voir jusqu'où ça peut aller, parce que vraiment il y a des choses qui se passent dans ce roman qui sont aberrantes. Moi je le conseille à tout le monde. Tout le monde devrait lire Entre Chien et Loup pour l'importance de son intrigue. Lisez-le, s'il vous plaît. La prochaine saga, je n'ai pas les exemplaires chez moi actuellement. Je dirais qu'ils sont chez mon copain, mais je me trompe peut-être. Il s'agit des Insoumis de Alexandra Bracken. Je crois que vous le connaissez peut-être mieux sous The Darkest Minds, puisqu'il y a une adaptation cinématographique qui s'appelle The Darkest Minds. C'est QFD, mais c'est vrai que sur mes couvertures c'est écrit Les Insoumis, donc moi j'ai gardé ce titre en tête. En fait, c'est une histoire assez bête de base. C'est méchant dit comme ça. Mais c'est une histoire plutôt bateau dans le sens où c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. On se retrouve dans une dystopie, on va dire, même s'il y a quand même un petit peu des éléments, des pouvoirs psychiques spéciaux, donc je sais pas trop comment on pourrait le qualifier, mais on va partir sur le terme dystopie, dans une société future où en fait les jeunes, les adolescents, les enfants, vont se voir attribuer, entre guillemets, vont obtenir des pouvoirs psychiques qui vont être qualifiés selon leur gravité, parce qu'il y a vraiment des pouvoirs qui sont très très dangereux, le pouvoir de manier le feu, ce genre de choses. Et donc, en fonction du pouvoir qu'ils ont, ils vont avoir des différentes couleurs qui vont leur être attribuées, donc vert, bleu, orange, jaune, rouge, je crois. Et du coup, ces enfants qui ont ces pouvoirs-là vont être enfermés dans des espèces de camps de concentration, entre guillemets, pour éviter qu'ils fassent du mal aux autres. Et donc, vous imaginez bien que nous, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ruby, je crois, qui a un pouvoir assez dangereux, qui est considéré comme assez rare et assez dangereux. Je crois qu'elle est orange. Et elle va se retrouver dans un camp du coup, mais en se faisant passer pour une verte, il me semble, parce que les verts c'est des petits pouvoirs sympathiques qui sont pas trop dangereux, pas trop considérés comme graves, donc elle passe un petit peu plus crème dans le camp. Sauf qu'elle est pas du tout verte et que à un moment donné elle va devoir s'échapper du camp parce que ça devient un petit peu compliqué. Et on va la suivre du coup après son évasion dans la quête d'un espèce d'endroits où plein d'enfants, plein d'adolescents sont regroupés, travaillent tous ensemble, se rebellent un petit peu contre cette société qui les opprime. Et puis il va y avoir toute une dimension de rébellion, de révolte contre les adultes, contre le gouvernement. C'est en... Alors,
3 tomes pour la saga de base. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un 4ème tome qui était sorti, je ne l'ai pas lu et je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas ce que c'est que son histoire, mais j'avais adoré cette trilogie de base. En fait, j'avais adoré les personnages. Voilà, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai aimé cette saga. C'est pas tellement pour son intrigue, même si évidemment j'ai adoré. Ça me fait un petit peu penser, enfin, Unwind de Neil Shusterman que j'ai lu récemment m'a fait un petit peu penser aux Insoumis dans le schéma de narration. Vraiment ce qui se démarque par rapport à Unwind, c'est vraiment les personnages que j'avais adorés. C'est vrai que c'est le souvenir que je garde de cette saga et que je vous recommande chaudement aussi. Le prochain bouquin dont je vais vous parler, c'est une trilogie elle aussi. Il s'agit de Birthmarked de Cara M. O'Brien. Je sais pas du tout si je le dis bien. En tout cas, c'est une trilogie que j'avais achetée. Alors, je crois que j'étais sur un site. J'ai un petit peu honte de dire que je pense que c'était sur Amazon, mais c'était il y a très longtemps. Hein. Donc, ne me criez pas dessus. Mais j'aimais bien regarder les recommandations livresques qu'on me faisait. C'était avant que j'ai Bookstagram et Booktube, hein, très clairement. Et j'avais pris plusieurs sagas comme ça qui me semblaient vraiment cool. Et en fait, j'ai pris Birthmarked, que j'ai adoré. Ça avait été un coup de cœur. On se retrouve dans un monde, encore une fois, une dystopie. Le personnage principal s'appelle Gaïa. Les privilégiés habitent derrière le mur dans l'enclave. Il y a des gens qui vivent à l'extérieur, qui sont du coup pas privilégiés, logiquement. Et donc Gaïa, elle va aider sa mère qui est sage-femme, qui est du coup là pour aider les mamans à mettre au monde leur bébé. Logique, c'est un peu le principe d'une sage-femme. Elle a pour mission de donner 3 nouveau-nés aux gens de l'intérieur par mois, parmi les bébés qu'elle fait naître. Sympa pour les mères. Hein. Mais un soir, les parents de Gaïa sont arrêtés, ils sont conduits derrière le mur, et en fait on va du coup suivre l'histoire de Gaïa qui va essayer de sauver ses parents. Pareil en fait que Les Insoumis, c'est un peu le même ressenti que j'ai. J'avais trop aimé les personnages dans ce bouquin. Il me semble que le personnage masculin qu'on va commencer à rencontrer ensuite s'appelle Léon. Il s'appelle Léon. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça. C'est qu'il m'avait vraiment marqué parce que je suis pas très forte pour me souvenir des prénoms. Gaïa va vraiment avoir une espèce de quête. Elle va connaître plusieurs endroits différents, plusieurs personnages différents dans sa quête en fait pour trouver ses parents. J'avais trouvé ça trop bien fait, c'était hyper bien pensé. Il y avait aussi une histoire d'un ruban. À peine ont-ils le temps de lui confier un ruban sur lequel est brodé un étrange code. Donc je crois que c'est son père qui lui lègue ce ruban juste avant de disparaître. On va aussi avoir cette volonté de découvrir ce que veut dire du coup le code. Et c'était trop bien, franchement c'était hyper bien fait. Il faudrait que je la relise pour me refaire un avis dessus parce que ça se trouve j'étais complètement biaisée à l'époque. J'avais pas encore Booksta. Disons que j'avais plus facilement je pense des coups de cœur avant d'avoir Booksta qu'après. C'est un peu triste dit comme ça. C'est vrai que maintenant j'accorde beaucoup plus d'importance aux petits détails de mes lectures. Ce qui fait que je remarque beaucoup plus les défauts. J'ai un peu plus de mal entre guillemets à être touchée par ce que je lis parce que maintenant j'en ai lu beaucoup des romans. Donc il faut vraiment qu'un roman sorte du lot pour que je l'apprécie énormément. Donc il faudrait que je le relise pour voir. Mais en tout cas pour le moment je peux dire que ça a été un roman qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. La prochaine saga dont je vais vous parler c'est encore une dystopie. Désolée. Mais je me rends compte que quand j'étais petite, je lisais beaucoup de dystopies. J'en lis moins maintenant, mais j'aime toujours autant. C'est vrai que c'est un genre que je trouve génial parce qu'il interroge beaucoup sur l'humanité, sur son avenir. Bon, vous êtes habitués, ça avait encore coupé. C'est la vie que j'ai décidé de mener, faire mes vidéos en 15 fois. Donc je vous disais que la dystopie c'est un genre que j'aime beaucoup parce que elle interroge sur l'avenir de l'humanité, sur la vie, la mort, ce genre de thématique et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. Concernant la déclaration, je vous avais un petit peu raconté ce que c'était dans mon tag, dans ma toute dernière vidéo, donc le tag Hunger Games. En gros, on se trouve en Angleterre en 2140 et on va suivre Anna qui est une jeune fille d'une quinzaine d'années. Je sais plus combien, c'est une adolescente quoi. Anna, elle a une vie un petit peu particulière, c'est une surplus, c'est-à-dire que c'est un enfant qui n'était pas censé naître, et elle vit donc dans un foyer de surplus avec d'autres enfants, d'autres adolescents qui n'étaient pas censés naître. Voilà. Parce qu'en fait, dans cette société, les pilules de longévité ont été inventées. Et donc, les adultes, s'ils le souhaitent, peuvent continuer à vivre de façon plus ou moins éternelle avec leurs petites pilules. Et donc, pour réguler la population, les naissances sont aussi régulées. On va en particulier suivre Anna dans son foyer. Et puis un jour, il y a un jeune homme qui arrive au foyer, mais il a son âge à peu près, il s'appelle Peter. En fait, il s'avère qu'il la connaît et qu'il est là pour elle, pour la faire s'évader. Et cette trilogie est juste trop bien. Voilà, j'ai adoré, je l'ai lu plusieurs fois. D'ailleurs, je voulais vous demander, je vais rebondir juste sur un petit truc. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une vidéo sur les relectures, voilà, parce que je me suis rendu compte dans mon tag Hunger Games que je vous disais souvent oui, cette saga je l'ai relue tant de fois, ce livre je l'ai relu tant de fois.
là je vous dis que j'ai lu au moins 2 ou 3 fois cette saga. J'adore relire mes livres, mais je me dis que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo dessus, à penser en termes de concept à ce que je pourrais faire, mais si ça vous dit, dites-moi en commentaire. J'ai adoré cette histoire. Encore une fois, c'est une histoire d'un peuple opprimé. Ça interroge sur la thématique de l'éternité, de ces humains qui vont vivre éternellement. Qu'est-ce que c'est qu'une vie si finalement elle est éternelle? Tout ce genre de questionnements. Il y a une très très belle histoire d'amour. On a bien la thématique de la rébellion, puisque du coup Anna et Peter vont se rebeller, et pas que d'ailleurs, contre le gouvernement. Et d'ailleurs pas que contre le gouvernement, parce que finalement le gouvernement c'est quelque chose, mais ce qui dirige finalement plus le peuple, ce sont les industries pharmaceutiques qui créent les pilules de longévité. Évidemment, ils sont un petit peu maîtres du monde finalement avec cette invention, et ce sont eux qui vont plus diriger le monde qu'autre chose. Je vous recommande vraiment cette dystopie, d'autant plus que, alors, moi j'ai une très vieille édition, c'était les éditions Naïve à l'époque, je sais pas de quand il date. 2007, c'est ce premier tome, donc ça date quand même un petit peu, mais ils sont en train de rééditer cette saga chez je ne sais plus qui, j'ai honte. Je vous mettrai les nouvelles couvertures ici, le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis, donc j'imagine que le tome 3 va aussi sortir. Et ce sont de très belles éditions, donc foncez acheter cette saga parce que elle est rééditée, donc profitez-en, voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une saga qui change complètement de ce dont je vous ai parlé précédemment. Je ne l'ai pas en ma possession. Celle-là, je dirais aussi qu'elle est chez mon copain. Voilà, je pense. Il s'agit de la saga 4 filles et un djinn de Anne Bracharès. Il faut savoir que Anne Bracharès, j'ai lu tous ses romans, je pense. Du moins tous ceux qui sont sortis en français. J'adore cette auteure, je trouve que... En fait, je suis trop à fond dans ses histoires. J'adore comme elle écrit, j'adore ses histoires. Elle écrit de plein de choses différentes et j'aime trop. Et donc dans 4 filles et un djinn, on va suivre l'histoire de 4 filles et d'un djinn. Incroyable. En gros, on va suivre l'histoire de 4 amies. Au moment où elles sont ados, donc il y a Lena, Carmen, Bee qui s'appelle Bridget et la dernière s'appelle... J'ai hyper honte, ça commence par un T. Tibi, je crois. Et du coup, ces 4 amies vont acheter un jean toutes les 4 au début d'un été. Elles vont se lancer un petit peu le défi, le challenge de s'envoyer l'une l'autre le jean pendant tous les étés qui suivent par la poste. Voilà, elles vont se le transmettre de semaine en semaine. Et ce jean va du coup les accompagner dans leurs aventures parce que toutes les 4 ne passent jamais les étés ensemble. Et donc c'est un moyen pour elles de garder un petit peu le contact. C'est aussi une saga que j'ai lue plusieurs fois. Moi j'ai l'intégrale avec les 4 tomes et il y a un 5e tome comme Entre Chien et Loup qui est sorti après et qui se passe d'ailleurs plus tard en termes de temporalité, qui était atroce. Ce tome 5, à chaque fois que je le lis j'ai envie de pleurer, même si je pleure jamais. Et alors c'est une histoire assez sympa dans le sens où oui, c'est du young adulte, c'est du contemporain, c'est sans prise de tête, mais en même temps il y a des très très belles valeurs qui sont dispensées dans cette saga. Les 4 personnages principaux sont hyper différents, les 4 filles sont hyper différentes, elles ont des vies complètement différentes, elles vont avoir des métiers ensuite complètement différents qu'on va découvrir du coup dans le tome 5. Je trouve que leurs destinées sont toutes hyper intéressantes à suivre. C'est pas tellement l'histoire de ce jean qu'elle se passe qui est intéressant, parce qu'évidemment ça c'est pas le plus intéressant tout simplement. Par contre vraiment ce qu'elles vivent avec et les valeurs qu'ont ces filles, c'est assez ouf. J'aimerais trop relire cette saga bientôt. J'ai envie de tout relire en fait, donc c'est un peu une catastrophe. Mais c'est vrai que c'est un truc assez feel good, moi, sauf le tome 5, qui me fait passer un super bon moment et que j'aime beaucoup, comme tous les romans de Anne Bracharès. La prochaine saga, encore une fois, je ne l'ai pas en ma possession. Celle-là, par contre, elle est chez mon père. Ça, je le sais. C'est une saga en 6 tomes qui s'appelle Vampire Academy et qui est écrite par Richelle Mead. Il faudrait que je la relise cette saga parce que celle-là, par contre, je ne l'ai lue qu'une seule fois et ça fait un petit moment maintenant. Oh, j'aime tellement cette saga et ça me fait plaisir parce que les mots de l'imaginaire, donc Lorraine en a parlé récemment dans une vidéo, ou peut-être pas récemment mais en tout cas j'ai regardé récemment la vidéo et elle disait que c'était dans ses sagas favorites de quand elle était plus jeune et ça me fait plaisir parce que ça donne une certaine légitimité au fait que j'ai aimé cette saga. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je place tellement de confiance en les avis de Lorraine que ça m'a fait trop plaisir de savoir qu'elle avait aussi aimé cette saga. Donc dans Vampire Academy on va suivre un personnage principal qui s'appelle Rose. Je sais pas pourquoi, mais typiquement dans ces romans, vous voyez, je me souviens très bien des prénoms. Et c'est assez révélateur de comment j'ai aimé les histoires, parce qu'en général, quand j'ai aimé un roman, je me souviens des prénoms des personnages, et quand j'ai pas aimé, je m'en souviens tout simplement pas. Voilà, c'est assez révélateur de mon appréciation du roman. Donc Rose, elle a une meilleure amie qu'elle est censée protéger, puisque son amie, c'est une vampire du clan...
genre des dragons ou un truc comme ça, c'était peut-être pas ça. Non, Dragomir, elle s'appelle Dragomir de son nom de famille, c'est pour ça que je pensais dragon. Il fait des trucs bizarres mon cerveau. Et donc un petit peu son but dans la vie à Rose, c'est de protéger son amie puisque elle fait partie d'une famille très aisée, c'est très très bizarre, très aisée, A-I-S-E-E. Son amie est dans une académie pour les vampires et elle est d'empire, donc c'est-à-dire qu'elle est descendante d'un vampire et d'un humain. Je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. Je suis en train de vous refaire un résumé sans avoir le livre sous la main, c'est une catastrophe. À l'académie, son amie est quand même en danger assez perpétuellement puisque elle a des familles rivales dont elle doit vraiment la protéger. Rose va rencontrer un homme dans cette académie qui s'appelle Dimitri. Il y a toute une histoire après autour de ça, vous imaginez bien que 6 tomes ça parle pas que de ça, mais il y a plein de péripéties qui vont se passer. Il y a un moment donné où Rose va partir même en Russie, en Sibérie en tout cas, par là-bas. Je sais même pas par là-bas, je sais pas pourquoi je fais ça. Il y a des très très belles relations dans cette saga, notamment entre les deux personnages principaux du coup femmes, et entre Dimitri et Rose, vraiment couple girl. Je les trouve trop mignons. C'est vrai que c'est une saga aussi que j'aimerais beaucoup relire parce que j'aimerais bien redécouvrir un petit peu justement toutes ces péripéties dont je ne me souviens pas forcément. Et pour terminer, la seule romance de la pile, j'ai hésité à mettre ce roman parce que je suis pratiquement sûre que si je le relisais j'aurais pas le même avis. Mais en tout cas, au moment où je l'ai lu, ça a été une excellente lecture. Je me souviens très bien que je l'ai lu à l'île de la Réunion. C'est un petit peu ma deuxième maison, l'île de la Réunion. J'y suis allée 13 ou 14 fois. Et c'est un roman que j'ai lu là-bas. Il s'agit de Hopeless de Colleen Hoover. Dans Hopeless, qui est une romance, on va suivre la vie de Sky, qui a 17 ans, qui vit avec sa mère adoptive qui s'appelle Karen. Et un jour, alors je sais plus si c'est sur le parking d'un supermarché ou à la caisse du supermarché, je sais plus, elle tombe sur un gars qui s'appelle Holder, qui semble la connaître. Et c'est très très étrange parce qu'elle se souvient pas du tout de lui. Et donc Hopeless avec l'histoire de ses souvenirs qui vont finalement revenir à sa mémoire d'une façon assez compliquée, puisqu'en fait on va découvrir que Sky a vraiment un passé assez tumultueux et dur pour une petite fille. L'histoire d'amour qui va naître est juste magnifique, et puis j'avais été hyper touchée par les thématiques qui sont abordées dans ce roman. J'ai lu plusieurs romans de Colleen Hoover, maintenant j'ai lu celui-là, et l'année dernière j'ai lu Jamais plus. Et contrairement à beaucoup de personnes, j'ai pas trop aimé Jamais plus. Enfin, j'ai bien aimé, mais pas au point de tout le monde. C'est-à-dire que ça m'a pas touchée. J'étais là un petit peu spectatrice de ma lecture et voilà. Et en fait, j'ai un peu peur que si je relisais Hopeless, ça me fasse la même chose. Parce que c'est vrai que maintenant, je suis moins touchée par tout ce qui est romance et new romance. J'ai très très rarement des coups de cœur pour des romances et des new romances. Mais en tout cas, je me souviens que quand je l'avais lu, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc si je dois vous recommander un Colleen Hoover, bah moi je vous recommanderais celui-ci. Voilà, j'en ai terminé avec ma grosse pile de livres. Je pense que je suis incapable de faire une vidéo courte. Voilà, c'est un fait. Amélie est incapable de faire des vidéos courtes. J'imagine qu'elle va être encore hyper longue celle-là, puisque je crois que ma première séquence faisait 8 minutes et celle d'après 15. Et là j'ai retourné. Donc on est sur une bonne demi-heure de rush maintenant. On adore. Donc je vais m'amuser au montage, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le concept vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de très très belle lecture, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!